La première fois que ma fille m'a traité de sénile, elle l'a dit avec un sourire. Pas un sourire cruel, pas un sourire franc, juste un petit rictus, comme si elle plaisantait. Maman. Mélissa a ri en remuant du sucre dans son café. Tu me l'as déjà raconté 3 fois. Tu vas finir par devenir une de ces gentilles vieilles dames qui oublient où elles ont mis leurs chaussures. J'ai ri aussi, parce que c'est ce qu'on fait quand son enfant laisse entendre qu'on a la tête qui tourne. On rit. On fait semblant que c'est drôle. Mais j'ai ressenti une oppression dans la poitrine. Pas de douleur, pas de peur, juste une prise de conscience. J'avais 72 ans, j'étais veuve depuis 8 ans et je vivais seule dans la même maison où j'avais élevé mes 3 enfants. Et je n'étais pas sénile. Je payais encore mes factures, je tenais mes comptes, je me souvenais de chaque anniversaire, de chaque allergie, de chaque dispute des 40 dernières années. Mais une fois que Mélissa l'a dit à voix haute, les autres ont commencé aussi. Mon fils Daniel l'a dit quand j'ai oublié d'apporter la salade pour Thanksgiving. Ça va, maman. Il a demandé trop fort, comme si j'étais dure d'oreille. Tu oublies beaucoup de choses ces derniers temps. Ma cadette, Rachel, me l'a dit quand j'ai confondu les dates de son voyage d'affaires. Ce n'est rien, a-t-elle dit en me tapotant la main. Tu grandis. Ça arrive. Il le disait doucement. Il le disait gentiment. Mais il le disait souvent. Et bientôt, il le disait même quand je ne faisais pas d'erreur. Le premier vrai signe avant-coureur est apparu un mardi après-midi pluvieux. Je pliais du linge quand j'ai remarqué que le tiroir de mon bureau était légèrement entrouvert. Je le fermais toujours. Toujours. Il contenait mes papiers importants. Assurance, actes de propriété, anciens dossiers fiscaux. Je suis restée là un long moment, à écouter la pluie tambouriner aux fenêtres, ressentant ce calme étrange dans la maison, pas un silence pesant, mais une atmosphère pesante. Je me suis approchée et j'ai vérifié le tiroir. Tout semblait normal, mais le dossier intitulé « Succession » avait bougé. Pas disparu, juste déplacé. Mon cœur a fait un petit bond. Ce soir-là, Mélissa a appelé. « Salut maman », a-t-elle dit d'une voix douce. Question comme ça. Ton testament est-il toujours à jour? J'ai marqué une pause. Bien sûr que oui. Un silence s'est installé, puis un petit rire. Je vérifiais juste, au cas où tu l'aurais oublié. Oublie ce mot, encore une fois. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. 2 semaines plus tard, Daniel m'a proposé de m'aider avec mes finances. Tu as tellement de comptes, a-t-il dit, assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Ça doit être compliqué. Pas du tout, ai-je répondu. Il n'a pas levé les yeux. Malgré tout, ce serait judicieux de me désigner comme cosignataire, au cas où. Je l'ai dévisagé. Un truc comme quoi? Il a hésité, puis a souri. Tu sais, au cas où tu serais perdu. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'avais donné naissance à cet homme, je l'avais consolé quand il pleurait à cause de ses genoux écorchés, j'avais veillé sur lui les nuits blanches quand il avait la grippe, et maintenant il me parlait comme si j'étais déjà à moitié morte. Non, ai-je murmuré. Je me débrouille très bien pour gérer mon argent. Il soupira bruyamment. Maman, ne sois pas têtue. Tu n'as plus 20 ans. Je l'observai attentivement. Pour la première fois de ma vie, je me demandais ce qu'il voyait vraiment en me regardant. Une mère ou un problème? Le mot « sénile » commença à apparaître dans des conversations auxquelles je ne participais même pas. Rachel en parla à son mari quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. « Je m'inquiète pour elle », murmura-t-elle. « Elle se répète. Elle a des trous de mémoire. C'est peut-être une démence précoce. » J'étais juste derrière elle dans le couloir, tenant un panier de serviettes propres. Mes mains se mirent à trembler si fort que je dus les poser. Non pas parce que j'étais malade, mais parce que je compris quelque chose. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il se préparait pour moi. Ce soir-là, je sortis mon testament. Le vrai, pas la copie que je gardais dans mon bureau. Le vrai était dans un coffre-fort à ma banque, verrouillé et scellé, intact depuis des années. Je le parcourus ligne par ligne. Tout était conforme à mes attentes. La maison partagée équitablement, les économies divisées, certains objets de famille attribués, justes, prévisibles, ennuyeux. Exactement ce que mes enfants imaginaient. Assise dans mon salon faiblement éclairé,
la lampe projetant des ombres sur les murs, j'écoutais le bourdonnement du réfrigérateur et j'ai pris une décision. Non par colère, non par dépit, mais par lucidité. S'ils voulaient me traiter comme si j'étais déjà morte, alors je leur montrerais à quel point j'étais encore vivante. Les mois suivants furent instructifs. Mélissa commença soudainement à venir me voir tous les week-ends. Elle apportait des pâtisseries, des fleurs, des compliments. « Tu as bonne mine, maman », me dit-elle un matin. « Tu as maigri. » Non, mais j'avais perdu mes illusions. Daniel proposa d'installer des caméras de sécurité pour ma sécurité. Il ajouta, « Tu sais, au cas où tu oublierais de fermer les portes à clé. » Rachel insistait pour me conduire à mes rendez-vous, même ceux que je n'avais pas pris. Il rôdait, observait, attendait, et chaque fois qu'il disait « sénile », cela ressemblait moins à de l'inquiétude qu'à une stratégie. J'ai joué le jeu. J'ai fait semblant d'oublier des noms, d'égarer mes clés, de m'embrouiller avec la paperasse. J'observais leurs yeux, leurs regards échangés, leur voix qui s'adoucissait, leur patience qui s'amenuisait quand je posais 2 fois la même question. Ils croyaient répéter ma descente aux enfers. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je répétais ma sortie. Le déclic fut lorsque Mélissa aborda le sujet des maisons de retraite, l'air de rien, pendant le déjeuner. Nous mangions des sandwichs au poulet chez elle. L'air sentait le citron et le café. « Tu sais, maman, dit-elle en enlevant la croûte de son pain, il y a de très beaux endroits maintenant. Chambre privée, activité, infirmière. » J'ai pris une bouchée lentement. J'aime ma maison. Son sourire était trop éclatant. Mais on oublie des choses. On vit seul. C'est risqué. Daniel acquiesça. Rachel prit ma main. On veut juste ton bien. Je les ai tous les 3 regardés. Leurs visages si inquiets, si préparés. Et j'ai compris quelque chose de terrifiant. Ils n'avaient pas peur que j'oublie. Ils avaient peur que je me souvienne. 2 jours plus tard, je suis allée seule chez mon avocat. Maître Henderson me connaissait depuis plus de 20 ans. Il m'a offert un thé et ne m'a pas parlé comme à une enfant de 5 ans. « Que puis-je faire pour vous ?» m'a-t-il demandé. J'ai glissé un dossier sur son bureau. Je souhaite mettre à jour mon testament. Il a ajusté ses lunettes. Des changements importants? J'ai souri. Oui. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti une forme de paix intérieure. L'audience est arrivée plus tôt que prévu. Apparemment, mes enfants avaient déposé une requête. Ils prétendaient que j'étais mentalement incapable de gérer mes biens, que j'avais besoin d'un tuteur, que j'étais sénile. J'ai reçu la convocation par courrier. Mes mains étaient calmes lorsque je l'ai lue. Mes enfants m'attaquaient en justice pour me faire déclarer incapable, pour prendre le contrôle de mes biens, de ma vie. Assise à la table de ma cuisine, celle-là même où je les avais aidés à faire leurs devoirs, j'ai murmuré. Alors c'est comme ça que ça se termine. Pas avec amour, avec de la paperasse. Le jour de l'audience, le palais de justice empestait la vieille moquette et la pluie. Mélissa m'a serré dans ses bras dans le couloir. « On essaie juste de te protéger », a-t-elle murmuré. Daniel évitait mon regard. Rachel semblait nerveuse. Je suis entrée seule dans la salle d'audience. Ni douleur, ni confusion, ni peur. Le juge m'a regardée avec bienveillance. L'avocat de mes enfants a brossé un portrait précis. Une femme âgée, oublieuse, vulnérable, ayant besoin d'aide. Ils avaient même amené un médecin, un inconnu. Il a témoigné d'un déclin cognitif précoce, se basant sur des témoignages indirects. Mes enfants ont hoché la tête solennellement, comme s'il assistait à des funérailles. Puis le juge s'est tourné vers moi. « Madame Carter, » a-t-il dit doucement, « comprenez-vous pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?» J'ai croisé son regard. « Oui. Et pensez-vous être incapable de gérer vos propres affaires ?» J'ai pris une inspiration. « Non. » Mes enfants se sont agités sur leur siège. Le juge a levé la main. Nous allons maintenant examiner le document légal qui nous a été soumis. Mon avocat s'est levé. Votre honneur, ma cliente a récemment mis à jour son testament. Nous demandons qu'il soit lu et consigné au procès-verbal avant tout jugement. Mélissa fronça les sourcils. Quoi? Elle l'a modifié? Daniel se pencha en avant. Rachel murmura. Maman, qu'as-tu fait? Le juge acquiesça. Très bien. Veuillez poursuivre.
Un silence de mort s'installa dans la salle d'audience. Un silence si profond que j'entendais mon propre cœur battre. Maître Henderson ouvrit l'enveloppe, s'éclaircit la gorge et commença à lire. Ceci est le testament d'Evelyn Carter. Mes enfants se penchèrent vers moi, souriant, espérant l'héritage, espérant la victoire. Et tandis que l'avocat poursuivait la lecture du premier paragraphe, je les vis changer lentement d'expression. D'abord la confusion, puis la tension, puis la peur, car ils comprenaient quelque chose. Ce n'était pas le testament dont ils se souvenaient, et ce qui allait suivre allait les anéantir. La salle d'audience sembla plus petite à mesure que Maître Henderson continuait sa lecture. Pas physiquement, mais l'atmosphère s'alourdissait, comme si une pression pesait sur nous tous. Ce testament annule et remplace tous les testaments et clauses suspensives antérieures, dit-il d'une voix assurée. Daté de 3 mois avant cette audience. Le sourire de Mélissa se figea. La mâchoire de Daniel se crispa. Rachel se pencha en avant, les mains crispées sur le banc. Ce document atteste de la pleine santé mentale et des facultés mentales de la testatrice, poursuivit M. Henderson. Vérifié par 2 médecins indépendants et notarié en conséquence. Le juge leva les yeux. 2 médecins, demanda-t-il. Oui, votre honneur, répondit mon avocat. Ma cliente a subi une évaluation cognitive complète. Daniel tourna brusquement la tête vers moi. Vous avez fait quoi? Je ne le regardais pas. J'étais trop occupé à observer le visage de Mélissa pâlir. Monsieur Henderson continua sa lecture. Je lègue par la présente ma résidence principale située au 214, Willolana. Ils se penchèrent tous en avant. Le Carter Community Housing Trust. Un murmure d'étonnement parcourut la pièce. Pas le mien, celui de Mélissa. Quoi? Chuchota-t-elle. Rachel cligna des yeux. Attendez, ce n'est pas. Monsieur Henderson ne marqua pas de pause. Mes comptes d'épargne et d'investissement seront répartis comme suit. 40% à la Fondation pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, 30% au Fonds de défense juridique des femmes et 30% au Carter Community Housing Trust. Daniel se leva. Votre honneur, c'est de la folie. Le juge frappa du marteau. Asseyez-vous. Daniel s'assit brusquement. Mes enfants me fixaient. Non pas avec inquiétude, ni avec pitié, mais avec une panique viscérale. Monsieur Henderson tourna la page. Mes effets personnels, y compris mes bijoux, mes objets de famille et mes souvenirs, seront donnés à la société historique locale. Sauf l'objet suivant, murmura Rachel. Sauf quoi? Lut-il lentement. La boîte à souvenirs en cèdre qui se trouve dans mon placard sera donnée à ma petite fille, Lily Carter. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. Ma fille, dit-elle. Oui, dis-je doucement. Votre fille. Un silence pesant, gênant. Puis Daniel explosa. Alors, on n'a rien, hurla-t-il. Après tout ce qu'on a fait pour vous. Le juge le foudroya du regard. Vous garderez le silence. Daniel se tourna vers moi. Maman, ce n'est pas drôle. Tu nous donnes raison. C'est irrationnel. Je me suis finalement levée. Mes genoux ne tremblaient pas. Ma voix ne s'est pas brisée. Irrationnel, c'est de faire semblant de perdre la tête pour pouvoir me prendre la vie. Mélissa s'est levée elle aussi. Tu nous punis parce que nous nous inquiétons pour toi. Je l'ai regardée. Inquiète, ai-je répété. Tu as engagé un médecin que je n'ai jamais vu pour dire que je suis incompétente. La voix de Rachel tremblait. On avait peur, maman. Non, j'ai dit que tu étais calculatrice. Le juge a levé la main. Madame Carter, souhaitez-vous prendre la parole? J'ai hoché la tête. Je me suis retournée et je les ai tous regardés. Mes enfants, ceux qui venaient se blottir dans mon lit pendant les orages, ceux pour qui je restais éveillée quand ils étaient malades. Je ne suis pas sénile, ai-je dit. Je suis observatrice. Mélissa a ouvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé parler. Tu as commencé à me traiter d'oublieuse avant même que j'oublie quoi que ce soit. Tu as parlé de mon argent avant de parler de ma santé. Tu as essayé de me faire douter de mes facultés mentales. Daniel secoua la tête. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, dis-je doucement.
Et dès l'instant où tu as tenté de me priver de mon autonomie légale, tu as cessé d'être mes protecteurs. Rachel pleurait maintenant. De vraies larmes. Pas des larmes de façade. Maman, on ne voulait pas dire. Je sais exactement ce que tu voulais dire, dis-je. Tu parlais d'héritage. Un silence de mort régnait dans la salle d'audience. Même le juge semblait stupéfait. Je pris une inspiration. J'ai fait examiner 2 neurologues. Non pas parce que je doutais de moi, mais parce que je savais que tu en douterais. Monsieur Henderson tendit les rapports médicaux au juge. Le juge les parcourut du regard, puis leva les yeux. Ces évaluations n'indiquent aucun trouble cognitif. Le visage de Daniel se décomposa. Mélissa murmura. C'est impossible. Non, dis-je. C'est juste gênant. Le juge se renversa en arrière. Au vu de ces éléments, la demande de tutelle est rejetée. Le coup de marteau retentit, et c'était fini. Ils avaient perdu. Devant le tribunal, ils m'ont encerclé, non pas avec colère, mais avec désespoir. Mélissa m'a attrapé par le bras. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle dit. « Tu donnes tout à des inconnus. » J'ai doucement retiré mon bras. « Ce ne sont pas des inconnus, ai-je dit. Ce sont des gens qui ne chercheront pas à m'enterrer vivante. » La voix de Daniel s'est brisée. « Alors c'est tout. Tu nous coupes les vivres. » Je l'ai regardé. « Non, ai-je dit. C'est vous qui vous coupez les vivres. » Rachel a chuchoté. « Et Lily ?» J'ai souri. « On s'occupera d'elle. » Parce qu'elle ne m'avait jamais traitée comme si j'étais déjà morte. Ils ne m'ont pas suivi jusqu'à la voiture. Ils sont restés là à me regarder, comme des gens à la gare qui ont raté le dernier train. 3 mois plus tard, j'ai vendu la maison. Celle-là même qu'ils convoitaient tant. Celle qu'ils étaient déjà en train de planifier pour la diviser. J'ai emménagé dans un petit cottage près de la côte. Des murs blancs, des volets bleus, un jardin dont je pouvais enfin m'occuper. Je faisais du bénévolat au centre d'hébergement social 2 fois par semaine. J'aidais les femmes à remplir des formulaires. Je leur expliquais leurs droits, je les écoutais. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Je passais mes journées à prouver que les gens étaient encore humains alors que le monde essayait de les rendre invisibles. Mélissa a essayé d'appeler en premier, puis Daniel, puis Rachel. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai tout simplement pas répondu. Non pas par cruauté, mais par respect pour moi-même. Un jour, Lily m'a écrit une lettre. Au crayon. Mamie, maman dit que tu es fâchée contre elle, mais je te trouve courageuse. Tu me manques. J'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais parce que j'ai compris quelque chose. La meilleure vengeance n'était pas d'humilier mes enfants, mais de refuser de devenir la personne qu'ils avaient essayé de me créer. 6 mois après le procès, j'ai croisé Daniel à l'épicerie. Il paraissait plus vieux, pas en années, mais avec des regrets. « Maman, » dit-il doucement, « je ne savais pas où te trouver. » Je l'ai observé, non pas avec colère, mais avec distance. « Je sais, » dit-il en avalant sa salive. « On a fait une erreur. »« Oui, » dis-je. « Je suis désolé, » murmura-t-il. J'ai hoché la tête. « Je te crois. » Ses yeux se sont illuminés. « Ça veut dire non ?» demandai-je gentiment. « Ça veut dire que je te pardonne. Pas que je te fasse confiance. » Il avait l'air d'avoir reçu une gifle, mais il méritait plus d'honnêteté que de réconfort. Maintenant, chaque matin, je m'assieds sur ma véranda avec une tasse de café. L'océan sent le sel et l'espoir. Ma vie est plus simple, plus calme, mais c'est à moi. Personne ne gère mes comptes. Personne ne parle en mon nom. Personne ne me dit qui je suis. Et parfois, je ris, car la chose la plus cruelle que j'ai jamais faite à mes enfants avides n'a pas été de crier, de porter plainte, de les humilier. C'est d'avoir prouvé que je n'avais jamais été sénile. J'étais simplement enfin éveillée.